Les 7 années du président Giscard d'Estaing vont être émaillées, en Afrique, d'épisodes quelque peu surréalistes. Au Bénin, pour commencer, le président français n'hésitera pas à cautionner l'envoi de mercenaires pour tenter de mettre à bas un régime pro-communiste. Au Bénin, il y avait un président, Kérékou, qui à l'époque était communiste. Mais ensuite, il n'est pas resté communiste longtemps, il est devenu tout à fait normal. Enfin bon, toujours est-il que le gouvernement français avait vu d'un œil assez favorable qu'un commando puisse être organisé pour changer de gouvernement au Bénin. Le mercenaire Bob Denard va être chargé de l'opération, sous l'autorité de Maurice Delaunay. Bob Denard, il avait déjà roulé pas mal en Afrique, il avait fait des tas de trucs. Et quand il est arrivé avec moi, il avait déjà une expérience assez particulière. Rappelons qu'un mercenaire est un homme payé pour tuer les adversaires de celui qui le paie. Anticommuniste viscéral, Bob Denard avait guerroyé pour le compte de la France au début des années 60 dans l'ancien Congo belge. L'enjeu était de garder sous contrôle occidental les ressources minières de la province du Katanga, et en particulier le cuivre. Mais cette fois-ci, au Bénin, il ne s'agit plus de matières premières, mais de lutte contre le communisme. Bob Denard avait constitué une petite équipe d'une centaine d'hommes qui avaient été formés au Gabon, dans un coin retiré. Et le jour où ces gens étaient prêts, il était décidé de faire cette tentative de putsch sur le Bénin. C'est un fiasco lamentable. Bob Denard et ses 90 hommes sont attendus à l'aéroport par l'armée régulière et doivent redécoller en catastrophe. Pour le mercenaire, il est temps de se faire oublier. Bob Denard est venu me demander l'hospitalité. Je ne lui ai pas refusé. Je l'ai envoyé dans une ancienne mission catholique qui était à 40 km de Libreville. Il dit, vous restez là, vous vous écrasez, avec 2 ou 3 de vos hommes. Et puis voilà. Et il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des légumes, si vous voulez. Alors, il a pris ça du bon côté. Il s'est mis à faire des légumes pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, évidemment, il a trouvé une autre solution pour aller ailleurs. Et sa carrière a continué. En 1995, Bob Denard, qui se définit comme corsaire de la République, est lâché par les autorités françaises. Il sera jugé pour son équipée ratée au Bénin. Moi, j'estime que Robert Denard est un très honnête homme, c'est un grand patriote, c'est un homme qui a rendu beaucoup de services à la France, et je suis un petit peu indigné qu'il puisse aujourd'hui comparaître devant un tribunal correctionnel. Bob Denard n'a jamais fait aucune mission sans avoir l'aval, plus ou moins officiel, plus ou moins dit, du gouvernement français. Il y a le président Giscard d'Estaing qui s'est défaussé dans cette affaire-là, il a eu tort, mais tous les autres présidents avaient reconnu que Bob Denard avait rendu des services éminents à la France. Sur certains services que Bob Denard a pu rendre à la France, Maurice Delaunay préfère garder le silence. Bob Denard, quelquefois, je l'ai mis à contribution pour des choses un peu particulières et j'étais sûr que je pouvais absolument compter sur lui et sur sa discrétion. Des choses un peu particulières, bon, c'est... Oh, ben, je ne peux pas tout vous raconter. Tandis que le président Giscard d'Estaing tente, avec le succès qu'on a vu, d'endiguer le communisme au Bénin, Albin Chalandon, le PDG de Elf, n'hésite pas à flirter avec un régime marxiste avéré, toujours au nom du pétrole, bien sûr. Il s'agit du Congo-Brazzaville, une ancienne colonie française devenue république populaire d'inspiration communiste depuis 1969. En 1979, un dictateur marxiste chasse l'autre. Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir. Entre-temps, d'importantes réserves de pétrole ont été découvertes dans le pays. Sassou a fait son coup d'État.
appris à avoir en main le Congo à ce moment-là. Et j'ai naturellement présenté ma carte de visite et j'ai pris un contact avec lui qui a été extrêmement fructueux. Je me suis très bien entendu avec lui, c'est devenu d'ailleurs un ami. Et bien qu'en bon marxiste qu'il était, il était réaliste et subordonné à la Russie sur un seul pied. Il vaut mieux avoir un régime communisant stable que des régimes comme on a eu après, républicains, calqués sur notre république, nos mauvaises méthodes politiques, qui étaient tout le temps inversées. Ça c'est pire que tout pour des industriels. Enfin, avec le Congo, ça a vraiment très bien tourné, puisque ça a été de mieux en mieux, que Sassou est un ami de la France, et qu'en plus, sur le terrain, on a trouvé de très grosses réserves au Congo. Donc on a été tout à fait récompensés de notre persévérance qui a traversé par des moments difficiles. Pendant ce temps, à l'Élysée, un drame a frappé la cellule africaine. Son titulaire, René Journiac, ancien adjoint de Jacques Foccart, disparaît le 6 février 1980 dans un accident d'avion. Le président Giscard d'Estaing, paniqué, dit-on, par cette disparition, se tourne une nouvelle fois vers Jacques Foccart, qui lui recommande Martin Kirsch. Vous étiez ce qu'on pouvait appeler à l'époque un homme de M. Foccart. Je ne conteste pas. Et j'en suis même honoré. Je dois dire que le président Giscard d'Estaing m'a bien précisé, sans que je ne lui donne rien, que je pouvais garder tous mes rapports avec M. Jacques Foccart, pour lequel j'ai une très grande estime. Et donc, ça s'est très bien passé. Martin Kirsch est le titulaire vivant le plus ancien de ce poste au fonctionnement mystérieux entre tous, qu'est celui de Monsieur Afrique. Le président avait mis à ma disposition un mystère 20. Pratiquement toutes les semaines, je partais en fin de semaine en Afrique. J'étais reçu d'ailleurs immédiatement par le chef de l'État et on passait en revue tout ce qui pouvait poser des questions. Et ça, c'est l'avantage de cette formule, c'est que c'est immédiat. On ne passe pas par des entrelacements de ministères, de tout ça. On pouvait prendre les mesures nécessaires, les décisions de principe. Mais ça veut dire que le monsieur Afrique de l'Élysée a un très grand pouvoir quand même. Oui. Oui. Que l'on ne mesure pas tant qu'on ne l'a pas exercé. Au Gabon, où Maurice Delaunay quitte son poste d'ambassadeur, la nomination de son successeur va illustrer le rôle grandissant des chefs d'État africains et la pérennité des réseaux Foccart. Dans un premier temps, le président Omar Bongo n'est pas content de l'ambassadeur nommé par Paris. Le président Bongo a demandé qu'on lui donne quelqu'un de différent. Alors, on lui a suggéré Robert. Robert. Maurice Robert, l'agent secret, qui a suivi un chemin étrange depuis quelques années. En effet, 1 an avant l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, le président Pompidou avait décidé de faire le ménage dans les services secrets en nommant un nouveau directeur, Alexandre de Maranche. Maurice Robert, qui dirigeait le service Afrique, est marginalisé et finit par démissionner. Mais pas d'inquiétude sur son avenir professionnel. J'ai démissionné de l'armée et des services après avoir quand même appelé le président Guillaume, qui m'avait dit un jour, si vous en avez assez de ce métier, moi je vous prends. Et j'avais un contrat à Elf le lendemain de mon départ de l'armée et des services. Donc, si on résume, un homme dont les services secrets de la République se débarrassent est immédiatement embauché par la compagnie pétrolière d'État, dont on comprend au passage qu'elle a elle-même ses propres services secrets. Et c'est donc à cet homme qu'en 1979, le président Giscard d'Estaing propose le poste d'ambassadeur au Gabon.
à la demande d'Omar Bongo. Ça a fait des remous, de gros remous, jusqu'à l'Assemblée nationale, où il y a eu des déclarations diverses, des interpellations sur cette nomination, parce que j'étais considéré comme quand même une barbouze. L'Afrique, les présidents de la République française l'ont beaucoup aimé. Parfois, peut-être un peu trop. Bientôt la clé des champs pour Valéry Giscard d'Estaing, ou plutôt la clé des savanes, car dans quelques heures commencent pour lui les vacances. Les vacances, il achève sa visite au Gabon, une frontière à traverser, et il sera au Zaïre. Au Zaïre, croit-on savoir, comme disent les journalistes pudiques, car en fait, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas donné de précision réelle sur ses vacances. Si safari il y a, il aura lieu dans les forêts africaines, loin des regards indiscrets. Giscard me faisait venir à l'Élysée, il me disait voilà, je vais venir au Gabon à Noël, et pour aller dans le coin que je connais bien, c'était Kaba, qui est à 1000 km de Libreville. Il venait chasser et pêcher. Il restait 15 jours. Et pendant 15 jours, il vivait au cœur de l'Afrique, au milieu des Africains. Il avait l'occasion quand même de les rencontrer, de parler avec eux. C'était quand même un fait important. Et puis ensuite, il a eu des relations douteuses et privilégiées, à la fois avec Bokassa